Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal. Bonjour, bienvenue sur l'émission Nasuba de Radio Parakou. C'est le troisième rendez-vous de la semaine, mesdames et messieurs. Bien, nous sommes le 7 juillet 2021, c'est mercredi. Une journée d'ailleurs qui nous ouvre grandement les portes du bonheur. C'est d'ailleurs le vœu de tout un chacun de nous, n'est-ce pas? Eh bien, il nous plaît à l'entame, mesdames et messieurs, de cette émission de partager avec vous cette pensée de Zénon en citation. La nature, eh bien, nous a donné une langue et deux oreilles afin que nous écoutions le double de ce que nous disons. Fin de citation. La nature nous a donné une langue et deux oreilles afin que nous écoutions le double de ce que nous disons. Eh bien, chers amis du bout des ondes, c'est là une invitation justement à écouter plus et à parler moins. Ce faisant, nous créerons moins de problèmes. Le Seigneur nous y aide. Voilà, il est exactement 6h34. Que dit justement la bande-annonce du sujet de ce jour? Écoutons à nouveau, et bien sûr, celui-ci. C'est déjà la saison des pluies dans le septentrion. Nos régions sont constamment arrosées. Mais cette pluviométrie augure-t-elle, selon vous, d'une campagne agricole réussie? Réagissez en direct sur votre émission Nasuba de ce mercredi 7 juillet 2021. Un numéro à composer, le 96 21 50 40. Eh bien, c'est là le sujet du jour, mesdames et messieurs, un sujet qui, en tout cas, demande un peu de réflexion de la part de chacun de vous, un sujet qui, vous le comprenez, a trait donc à la climatologie et en même temps à l'économie. Voilà, donc la pluie est abondante ces derniers moments, en tout cas dans le septentrion du Bénin. Et donc, est-ce que, mesdames et messieurs, cette pluie abondante augure d'une bonne récolte en fin de saison? Voilà, donc on veut bien le savoir. Doit-on, eh bien, mesdames et messieurs, être prudents? Est-ce qu'on peut crier déjà victoire? Allez, appelez-nous au 96 21 50 40. On veut bien partager avec vous votre avis. Si vous êtes également au sud, dites-nous comment est-ce que les choses se passent de ce côté. On pourra croiser donc les idées. 96 21 50 40. Appelez-nous pour vous exprimer sur le sujet que nous écoutons à nouveau. C'est déjà la saison des pluies dans le septentrion. Nos régions sont constamment arrosées. Mais cette pluviométrie augure-t-elle, selon vous, d'une campagne agricole réussie? Réagissez en direct sur votre émission Nasuba de ce mercredi 7 juillet 2021. Un numéro à composer, le 96 21 50 40. Allez, on installe, mesdames et messieurs, opinion. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Parakou. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Parakou.
Eh bien, ce matin, c'est Gédéon Biaou qui est à la cabine technique et puis Hermana Gotounou est à la mise en ligne YouTube de cette émission que vous pouvez retrouver évidemment en tapant ici Nasouba du 7 juillet 2021. Vous nous avez en direct ou alors en différé au cours de la journée, toujours en tapant ici Nasouba du 7 juillet 2021. Moi, c'est Prosper Fidéon pour vous recevoir en studio, mesdames et messieurs. Si vous venez de vous joindre à nous, eh bien, le sujet de ce matin, mesdames et messieurs, est un sujet pas trop compliqué qui requiert donc la participation de tous. Voyez-vous, le septentrion béninois est constamment arrosé depuis donc quelques semaines. Et donc, selon vous, eh bien, cette pluviométrie assez, en tout cas, acceptable augure-t-elle, selon vous, d'une campagne agricole réussie? Dites-nous, eh bien, tout ce que vous pensez à propos de ce sujet au 96 21 50 40, appel WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, en laissant donc un petit mot sur la page WhatsApp de notre émission, toujours au 96 21 50 40, ou vous nous appelez en direct. C'est ce que, d'ailleurs, fait cet ami au bout de fil que nous recevons. Bonjour à vous. Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui. Vous nous appelez d'où? Depuis Banikan. Ici à Parakou. Alors, quel est votre avis sur la question? Oui. Votre nom? Yacoub Gambari. On y va, Yacoubou Gambari. Oui. Yacoubou, est-ce que vous avez pris note du sujet du jour? 10 minutes. Vous repasserez? D'accord. C'est pour marquer sa présence et faire son comeback forcément avant la fin de cette tranche qui court jusqu'à 7 heures. Donc, si vous voulez vous exprimer, faites le 8 au 96 21 50 40. On a juste 20 minutes encore. 96 21 50 40. Eh bien, le septentrion béninois constamment arrosé. Eh bien, est-ce que cela augure d'une bonne campagne agricole? Votre avis est attendu au 96 21 50 40, surtout si vous êtes spécialiste, vous serez donc les bienvenus sur cette tranche pour nous dire, eh bien, tout ce que vous pensez sur la question. 96 21 50 40, les agriculteurs sont à l'écoute aussi. Ils peuvent aussi s'exprimer, donner leur avis. On pourra croiser donc les avis aussi bien des spécialistes que des profanes. Voilà, 96 21 50 40, appelez-nous pour vous exprimer, mesdames et messieurs. Eh bien, nous recevons le message de Sebou Sinasso à l'instant même. Cette pluviométrie n'étant pas si intense comme telle, eh bien, je présume qu'elle est prometteuse. Notons que
Les différents semis se pratiquent selon la pluviométrie dans chaque localité du septentrion. Par exemple, dans la zone de Ndali, Bembereke jusqu'à Sinandé, les différents produits agricoles sont semés selon le rythme et l'intensité de la pluie reçue. Alors, les différents produits agricoles comme le coton, le maïs, le soja sont en cours de semence avec bien sûr le peu d'eau reçue. Inch'Allah, la récolte sera très fructueuse. Merci beaucoup et bonne journée, dit-il. Merci Sinasso Sebo pour votre participation citoyenne donc à cette émission. Salut tous les autres qui sont toujours avec nous sur le numéro WhatsApp de la radio, Sani Bassoro et tous les autres au 96 donc 21 50 40 à Parakou. En tout cas, la météo annonce une excellente journée. Le temps sera beau, la fiabilité de la situation est excellente. Et donc, si vous devrez vous rendre au champ, pas d'inquiétude comparativement à l'après-midi d'hier où, eh bien, la pluie a chassé certains paysans du champ. Voilà. Et c'est tant mieux pour les cultures aussi, voilà, on en a besoin. Alors, donc, le sujet du jour, mesdames et messieurs, c'est un sujet qui a trait donc à la pluie, voilà, qui arrose constamment le septentrion du Bénin. Et donc, cette pluviométrie, mesdames et messieurs, augure-t-elle, selon vous, d'une campagne agricole réussie? 96 21 50 40 pour vous exprimer. Nous avons également une page Facebook qui est à votre disposition, Radio Parakou. Allez nous rechercher, puis laissez-nous votre commentaire là-dessus. 96 21 50 40, on reçoit le deuxième auditeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami, depuis Kandi. Du Kandi, oui. Bon, la pluie, ça arrose de 50 ans, mais pas totalement. Parce que quand vous voyez, il y a certaines localités, même à Kandi, là, ici, il y a certains endroits où la pluie n'a pas commencé là, parce que d'autant, ça avait commencé au premier jour, mais on a fait des semences, mais tout est complètement grillé. Oui. Mais moi-même qui suis ici, bon, j'ai fait un champ familial. Dieu merci. Comme il pleut souvent dans le centre-ville, donc j'ai quelques maïs qui ont poussé, mais je m'inquiète. Parce que si ça va comme ça, donc on aura beaucoup de pertes. Parce que quand vous voyez dans la commune de Gogoun aussi, la pluie aussi n'a pas totalement commencé comme ça, mais ailleurs, peut-être dans Bankwara, vers les zones de Adibori, Karaba, il y a eu plus, mais ici, dans certains arrondissements, certains villages, la pluie est en train de pétiner. Donc, je me demande si ça va comme ça, ou comment nous allons, comment s'en sortir, oui. Oui. Il faudra que peut-être que si des parapluies, ça aura été plus abondamment, mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'accord. Mais on a pu semer, mais je suis très inquiétant, quoi. Il faudra qu'on paie les mannes de nos ancêtres et que Dieu Tout-Puissant puisse quand même nous donner la pluie qui va nous donner au moins la chance de récolter, au moins la chance de semer et d'avoir cette eau qui va quand même, qui ne va pas nous créer encore beaucoup d'ennuis. Parce que quand il pleut trop encore, ça commence aussi certains problèmes au niveau des semences. Oui. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire sur moi, c'est ça, parce que j'ai pas pris au moins certaines localités, parce qu'on n'a pas, et les gens demandent, si je demande, et s'il n'y a pas eu plus, et si nous l'avons, quand il pleut, quand j'appelle, je demande, il n'y a plus, mais, ici, il n'y a pas eu, vous voyez, tout ça, on ne sait pas si c'est le climat, bien si c'est l'environnement qui est en train de faire comme ça. Il faudra que les climatologues aussi pensent beaucoup à ça et puis qu'ils puissent au moins parcourir certaines localités. Pas seulement si plus à Cotonou, à Parakou, bien à Ndali, ils pensent que ici aussi c'est comme ça. Non. Chaque région a ses trucs là. Il faudra là aussi. Ses caractéristiques et ses réalités. Une pluie qui va nous donner au plus de rendement. Je vous remercie. Merci Aziz et bonne journée surtout.
96 21 50 40 si vous voulez vous exprimer sur la question, mesdames et messieurs. La pluviométrie, c'est de cela qu'il est question ce matin. En tout cas, on vient d'avoir un avis dans la Libourie. Ça ne va pas trop, nous dit donc Aziz Togoubi. On attend d'autres sons de cloche. Vous êtes à Banikwara, vous êtes à Malanville, à Segbanan, vous êtes à Kalalé, voilà, à Niki également, Perere. On veut bien savoir la pluviométrie, comment est-ce que ça se passe là-bas. Est-ce que, bien sûr, votre localité est constamment arrosée, un peu comme à Parakou? Est-ce que la quantité d'eau que vous recevez augure, bien sûr, telle d'une bonne récolte? Allez, 96 21 50 40. Bonjour à vous, cher ami. Oui, bonjour, Ouattibé. Bonjour, Adam Bachirou. Oui, je suis fatigué. On vous écoute. Et moi, je crois que nous remercions les manants de nos ancêtres quand même, qui sont en train de nous aider à venir à notre secours, alors que cette bonne pluviométrie dans certaines régions. Oui, bien dans certaines régions du pays. Parce que vraiment, dans d'autres, c'est toujours le même problème. Moi, il y a eu des gens de Malanville où des amis qui sont allés pour faire le champ, ils ont fait des semaines, des semaines, mais ça ne plus pas. Ah bon? Et je crois que, oui, je vais continuer. Mais maintenant, si ça continue comme ça, mon inquiétude, s'il a plu bien dans certaines régions, il faudra que le gouvernement puisse rapidement mettre en place une structure qui, le moment venu, qui va racheter, comme le magasin le faisait, rapidement, ce qu'on peut payer et garder pour gérer la période de suivi à venir. Sinon, la période de suivi de 2021 à venir là, il y a beaucoup de difficultés que nous sommes en train de vivre. Tout le monde a déjà compris, les gens se sont à magasiner les outils qui sont à la maison et après, c'est le qui va se faire. Alors que seul le gouvernement peut payer et vendre à prix vraiment moins cher pour que les plus pauvres puissent avoir accès à cette produits. Notre gouvernement, nous encourageons les uns et les autres. C'est pas facile de faire le champ. Tout le monde peut pas aller faire le champ. Ou bien quelqu'un qui fait le champ, ou bien quelqu'un qui puisse être en ville, comme moi, le vulgarisateur, qui comme le pilier du paysan qui va au champ, qui a une révélation. Donc, chacun a son rôle et nous allons essayer vraiment là, qui permettra de conjuguer au passé vraiment ce que nous venons de dire. Et parce que dans la sous-région, on le veuille ou non, le Bénin a toujours été un pays où la faim ne nous gêne pas comme ça. À cause de la bonne gestion complète de nos récoltes. C'est ça qui a pris pour cette année. Et donc, nous récoltons pour les autorités. Bon, comme conseil de ça, pour que vraiment puisse mieux gérer les récoltes à venir pour le bien du pays. Donc, à mon avis, que les bandes de l'ancêtre continuent à nous accompagner dans cette dynamique pour que vraiment la faim qui n'est pas vraiment une bonne chose, soit loin de nous. Merci. Très bonne journée, Adam Bachirou. 96 21 50 40. Donnez-nous votre avis sur la question ce matin. En tout cas, par ici, à Parakou, la ville est constamment arrosée. Et chez vous, quelle est la situation? On vient bien le savoir. Est-ce que la quantité d'eau que vous recevez, selon vous, augure d'une bonne récolte, d'une campagne agricole réussie? 96 21 50 40, c'est le numéro que vous pouvez composer pour vous exprimer sur la question, mesdames et messieurs. Eh bien, ce matin, le numéro WhatsApp est également à votre disposition. Si vous n'avez pas assez de crédit pour nous appeler, écrivez-nous juste sur le 96 21 50 40 WhatsApp, bien sûr, ou la page Facebook de la radio Parakou à rechercher. Merci donc à tous ceux qui déjà ont pu nous appeler, Monsieur Yakoubou, Monsieur Aziz, Monsieur Adam. Merci à tout ce beau monde et à tous ceux qui vont appeler dans les instants à suivre. Il est 6 heures passées de 51 minutes. On a juste 8 minutes encore à l'antenne, mesdames et messieurs, pour votre avis sur la question.
96 21 50 40, bonjour. Bonjour. Oui, cher ami, quel est votre nom? Ibrahim Orotonko depuis Tchatchou. Monsieur Ibrahim et la matinée. Ça va très bien. On y va à Tchatchou, il pleut beaucoup. Quelle est la situation là-bas? Oui, chez nous ici à Tchatchou, la pluie n'est pas si abondante, mais on voit surtout même dans les réseaux sociaux d'autres localités qui est inondées. Bon, on ne sait pas de leur côté qu'est-ce qui se passe en réalité. Mais au niveau des cultures, on a besoin même tellement de pluie parce que si on n'a pas assez de pluie, je crois que les cultures ne seraient pas très récoltables après. Donc, que Dieu nous donne une pluie qui est abondante, qui va bien laisser que nous allons faire la récolte. Sinon, peut-être vers le sud, on saura, des fois, c'est là, nous imaginons qu'il y a 2 saisons, comme vers le littoral, plateau, ainsi de suite. Donc, peut-être la pluie est toujours abondante et parfois ils sont inondés. Bon. Alors, bonne journée. Ben, merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Ibrahim. Les amis qui sont au sud, voilà, sont appelés donc à intervenir sur cette émission aussi. Voilà, monsieur Ibrahim a dit peut-être, voilà, donc c'est sous condition qu'il nous appelle pour nous dire, allez, comment est-ce que les choses se passent de ce côté? Est-ce que les pluies sont abondantes? Est-ce que, selon eux, cela augure d'une campagne agricole réussie? 96 21 50 40. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans le Koufo, dans le Mono, dans le Zoo, dans l'Atlantique, le littoral, dans le Lomé, dans le plateau. Appelez-nous 96 21 50 40. C'est un sujet qui concerne tout le monde parce que de la quantité de pluie évidemment dépend notre ventre. Ouais, pour le dire ainsi. Vous comprenez de quoi je parle. 96 21 50 40. Appelez-nous mesdames et messieurs pour nous dire la situation chez vous. 96 21 50 40. Je rappelle donc le numéro est dans 5 minutes. On devra faire court à tout ça pour faire place justement à la première édition du journal parlé de ce matin avec Roland Tchanka à 7h15. Et Kili Rogono Sero probablement sera également dans ce studio pour la page des sports. Ah oui, juste après, nous allons faire un clin d'œil à tous les natifs de ce jour. Oui, vous voulez savoir le beau prénom à l'honneur? Eh bien, aujourd'hui, soyez à l'écoute. Aux environs de 7h20, la revue des titres parue et parvenue à la rédaction de Radio Béné à Cotonou vous parviendra. Et aussi, bien sûr, nous serons également, mesdames et messieurs, à nouveau à la rédaction avec le grand format du journal parlé. 96 21 50 40. Oh là là, je m'apprêtais juste à prendre cet ami qui est reparti. Oui, bien sûr, elle est repartie. 96 21 50 40, mesdames et messieurs, pour vous exprimer. On salue au passage Aziz Alagbe, voilà, du côté de Lokosa, qui met à notre disposition ce matin le grand format, voilà, un grand format qui, va nous parler de la bouche du roi, de l'embouchure, justement, du fleuve Mono qui, a été débouché. Vous savez, chaque année, c'est comme cela, ça se bouche. Puis, cette année, le gouvernement a fait diligence et a débouché donc cette embouchure. Bonjour à l'auditeur au bout de fil. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, nous sommes à Kandi. Garba Alassane depuis Kandi, la cité des commissionnaires de Saka. Allez-y, Garba Alassane. Oui, merci pour le sujet du jour. Et c'est vrai, au niveau de Kandi, les pluies sont d'abord pour le moment un peu rares au centre-ville, mais avec les informations que nous avons et aussi certains témoignages, on peut dire que un peu dans des zones environ 20, 25, 30 km autour de la ville, du centre-ville du Kandi, il y a quand même des producteurs qui se rugissent. Et je crois qu'il y a toujours l'équilibre naturel. Vous savez, c'est vrai, nous allons peut-être, nous en tant que Guinéens, nous allons faire notre boulot, mais naturellement, il y a la nature qui fait l'équilibre. Donc par rapport à ça, nous ne pourrons pas dire telle chose, mais nous allons quand même
attendre l'équilibre de la nature. C'est vrai, il y a l'impact et l'impact négatif et positif des humains. Je parle de négatif, c'est que il y a d'abord l'abattage sauvage des câbles et aussi l'utilisation peut-être de certains produits qui ne sont pas indiqués par les scientifiques, qui peut-être sont de peut-être causer certaines choses au niveau de la réalité de la pluie. Et aussi, s'il parle de l'impact positif, il faudrait quand même que les autorités nous aident, surtout au niveau des 2 zones politiques du coton, je parle de Kambi et de Banikwara, par rapport à la sensibilisation des producteurs de coton sur la production intense, parce que ce n'est pas seulement en produisant 100 hectares ou 200 hectares de coton qui fera de vous un gros producteur, mais vous pouvez produire 2 hectares ou 3 hectares aussi, plus 5, 10 hectares et avoir une production un plus rentable que quelqu'un qui a voulu quand même qui a produit 50 hectares. Donc je voulais quand même attirer l'attention du chef d'État en tant que grand commerçant de l'or blanc de vouloir aider les producteurs de coton sur les 2 zones pour qu'on puisse voir comment sensibiliser ces producteurs-là, parce que vraiment il y a l'impact négatif de la production cotonnière surtout dans les 2 zones et nous n'avons pas des aides directes de l'État pour pouvoir renforcer cette zone, parce que nous perdons des animaux, nous perdons les humains, nous perdons aussi, nous imprimons toute la nature. Donc voilà un peu la situation que nous avons, mais nous savons très bien qu'il y a l'équilibre naturel qui est là, donc nous n'avons pas peur, nous savons très bien que Dieu fera pour que quand même cette année, parce que aujourd'hui qu'on dise que nous sommes au 7 juillet et que les pluies se font toujours rares. On a juste déjà, que 2 mois et demi encore, maximum. Oui, voilà, vous voyez, alors que déjà nous avons déjà dépassé les deux trucs là, comment dire, nous avons déjà dépassé, nous sommes en train d'aller d'abord déjà vers la fin des semis du coton et aussi des autres cultures. D'accord. Il y a quand même un temps pour ça. Donc voilà ce que je Merci beaucoup, c'est gentil Aziz. Merci pour votre analyse et bonne journée surtout, à demain. Allez, dans quelques secondes seulement, il va sonner 7 heures et c'est Aziz Togubio qui était le 2e auditeur, Yakoubou le tout premier, Adam Bachir au 3e, Ibrahim Orotonkou est venu en 4e position et puis Garba Alassane qui ferme donc la valse des auditeurs ce matin. C'est terminé, on va installer donc Roland Tchanka pour le 7 heures. Merci d'écouter Radio Parakou, il est 7 heures. Le journal. Info Matin. Roland Tchanka. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Les épreuves orales et sportives du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021 démarré hier sur l'ensemble du territoire national. À Parakou, le centre du CEG Hubert Maga accueille 763 candidats admissibles du moderne court et 11 candidats du moderne long. Ces candidats seront évalués en anglais et en éducation physique et sportive. Arsène Fassinou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou nous ferons le point dans cette édition. Des journalistes de l'URTB sont en formation depuis hier. La salle de conférence de la direction régionale sert de cadre à ce renforcement de capacité. Le compte rendu de l'ouverture de la formation à suivre. Et puis, hors du Bénin, en Zambie, l'inhumation de l'ancien président Kenneth Kaunda a lieu ce jour. Le corps de l'ancien chef de l'État va reposer dans le cimetière réservé aux anciens présidents situé en face du siège du gouvernement à Lusaka. Et puis aux États-Unis, après avoir frappé les Caraïbes, la tempête Elsa s'est renforcée en ouragan et se dirige vers les côtes de la Floride. Le Centre national des ouragans a décidé hier de changer son statut en ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant.
Je l'évoquais à l'entame, les épreuves orales et sportives du BPC ont démarré hier à Parakou. Le lycée Mathieu Bouquet fait partie des 4 centres retenus pour cette phase. Nous allons retrouver Vitis Aroche qui est sur le terrain pour nous donner un peu l'ambiance. Vitis Aroche, vous êtes au lycée Mathieu Bouquet pour nous faire un peu l'ambiance du démarrage de cette deuxième édition, de cette deuxième journée. Le dernier, 614. Ambiance de la répartition des candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2021, dans les salles pour être évalués en anglais ce mardi. Suleiman Abdoulaye, président de la sous-commission anglais. Ce matin déjà à 7 heures, tous les interrogateurs étaient là. Donc ici au centre Hubert Maga, on a 7 interrogateurs et un président et tout se passe très bien. Et la programmation qui est faite, c'est que ce matin, les candidats modernes courts passent et les modernes longs sont à la maison. Donc comme vous pouvez le constater, même au niveau des modernes courts, ils ont été subdivisés en 2 parties. Une partie est à l'EPS et une partie est en train d'être interrogée. Vous comprenez? Maintenant, après cela, ceux qui étaient en train d'être interrogés passeront à l'EPS et vice-versa. Demain, les candidats modernes longs seront pris en compte et ça sera la fin. Les disciplines prises en compte pour l'éducation physique et sportive sont présentées. Bernardin Nyansounou, président de la sous-commission EPS. Déjà à 7 heures, les candidats étaient présents, les examinateurs aussi. Nous avons alors eu l'occasion de placer les consignes, de faire des rappels suivant les instructions que nous avons reçues au plan national, le respect des gestes barrières et puis l'ouverture de l'épreuve à 7 heures qui a été lue. Ça a permis à chaque candidat de savoir de quoi il sera question une fois sur les aides de pratique sportive. Je peux déjà vous dire qu'à l'issue de l'épreuve qui a été décelée devant les candidats élus, il s'agira pour eux de passer à la gymnastique, au lancer de poids, puis au saut en hauteur. Après cela, nous avons réuni les candidats, nous les mettons par groupe de travail, tout en respectant les gestes barrières par rapport au cache-nez et la distanciation. Les épreuves orales et sportives du BPC, démarrées par les candidats admissibles modernes courts, prendront fin ce mardi. Ils laisseront place aux candidats du moderne long pour subir les mêmes épreuves au centre du CEG Hubert Maga de Parakou. Vous avez suivi à l'instant le point de Arsène Fassinou et de Abdoulaye Moumouni Yakoubou par rapport aux épreuves orales et sportives du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2021. Ces épreuves qui ont démarré depuis hier sur l'ensemble du territoire national. À Parakou, le centre du CEG Hubert Maga accueille 763 candidats admissibles du moderne court et 11 candidats du moderne long. On va retrouver Vitis Aroche à présent sur le terrain. Vitis Aroche, vous êtes au lycée Mathieu Bouquet pour nous faire un peu l'ambiance du démarrage de cette deuxième journée. Nous sommes au lycée Mathieu Bouquet. C'est la deuxième journée des épreuves orales et sportives du BPC. Une journée consacrée aux candidats de la série ML moderne long. Roland Tanka, ici, ils sont au nombre de 701 candidats admissibles en série moderne long à affronter les épreuves orales et sportives. À 6h30, heure de notre arrivée, les candidats étaient déjà sur place. Ils sont en tenue de sport, sac au dos ou cartable entre les mains. Nous avons abordé des candidats pour voir dans quel état d'esprit ils se trouvent. Certains d'entre eux disent être sereins, d'autres par contre sont stressés car c'est la première fois que nous prenons part à ces épreuves orales et sportives du BPC, nous ont-ils confié Roland Chanka. Alors Vitis, quelles vont être les épreuves sportives auxquelles les candidats seront soumis ce matin? Eh bien, les épreuves sportives sont constituées de 3 disciplines, Roland Chanka. Il y a d'abord le saut en hauteur, le lancer de poids et la gymnastique. Roland, l'oral pour les candidats de la série ML, c'est l'allemand ou l'espagnol selon le cas. Il faut également dire que cette deuxième journée est aussi celle des candidats de la série MC, moderne long, qui n'ont pas pu finir hier les épreuves orales et sportives. Donc, ils seront
reçu encore pour finir leur oral ce matin, Roland Sanka. Il faut dire qu'à présent, actuellement, les candidats de la série ML sont en train de se rassembler devant le bâtiment principal du lycée Mathieu Bouquet pour les appels qu'on fait, les formalités d'usage qu'on remplit très souvent avant que les épreuves proprement dites ne démarrent. Sinon, elles n'ont pas encore démarré jusqu'à cette heure. Merci à vous, Vitis Aroche, pour ce point complet de l'actualité sur les épreuves orales. La deuxième journée, je précise, des épreuves orales et sportives de l'examen du BPC. Je rappelle que vous étiez en direct du lycée Mathieu Bouquet. Merci, Vitis Aroche. Nous sommes toujours en éducation, mais sous un autre angle. Des journalistes de l'ORTB Parakou sont en formation depuis hier. La salle de conférence de la direction régionale sert de cadre à ce renforcement de capacité. Le compte rendu de l'ouverture de la formation avec Pierre Médessi et Vitis Aroche. Cette formation de 3 jours est initiée par la direction de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. L'objectif est de renforcer les capacités des journalistes participants. Georges Amelon, co-formateur. Lors des dernières élections qui se sont passées chez nous, la direction générale de l'ORTB a identifié un certain nombre de faiblesses chez les journalistes. Et ces faiblesses-là doivent nécessairement être compensées. Voilà pourquoi la direction générale a souhaité qu'il y ait ce renforcement de capacité. Il s'agit tout simplement de leur rappeler les bases, de les revisiter avec eux. Le résultat attendu est que les auditeurs soient satisfaits de la prestation des journalistes. C'est pour que le public soit satisfait. Cette formation est prévue pour être répétitive. Il y aura sans doute après d'autres lots, de façon à ce que progressivement tous les journalistes des différentes stations puissent être au même niveau d'information. 12 journalistes de l'ORTB Parakou prennent part à cette formation. Christian Yankadja et Georges Amelon sont les formateurs. Sous un autre angle à présent, les baisers sont recommandés selon quelques études scientifiques, même s'ils sont considérés comme peu hygiéniques, surtout en cette période de Covid-19, à la faveur de la célébration hier de la journée mondiale du baiser. Radio Parakou s'est intéressé aux bienfaits du baiser et les risques qui découleraient de sa pratique. Colombe Amadi nous en parle à travers ce reportage. Devenu signe de reconnaissance sociale, le baiser ou bisou constitue une marque de tendresse ou d'amour que s'échangent hommes et femmes. Rafi Oubagidi, médecin. Des accolades qu'on se donne en signe d'amitié ou bien lors des cérémonies officielles, c'est juste une façon de dire qu'on est quand même assez proche. Parce que c'est souvent donné à quelqu'un qui est un peu proche à vous. Au-delà de cette marque de sympathie, le baiser dans le contexte romantique permet de raviver la flamme entre partenaires. Ça permet également d'augmenter le désir entre partenaires sexuels. Donc, en termes de bienfaits, ça peut d'abord servir de préliminaire avant le rapport sexuel, faire monter l'envie pour que le rapport soit un rapport satisfaisant pour les deux. Selon certaines études, des milliers de bactéries s'échangent lors des baisers, surtout intimes. Les partenaires peuvent s'exposer à des risques de contamination. Le virus de l'herpès labial qui se manifeste par des petits boutons au coin des lèvres qui se cassent pour donner des plaies. La mononucléose qui est même appelée la maladie du baiser, causée par un virus, le virus de l'Epstein-Barr, et qui se transmet essentiellement par la salive, qui va donner des manifestations comme ceux d'une grippe, fièvre, angine, fatigue, rougeur. Le virus de l'hépatite, surtout si le porteur du virus est à une phase où le microbe se multiplie beaucoup. Selon les cas de figure, il urge de consulter un médecin. Il existe plusieurs formes de baiser portant des messages selon la partie du corps où il est fait. Le baiser sur la joue, par exemple, est l'un des plus universels utilisés comme salutation amicale. Sur la main, signe de galanterie de l'homme à l'égard de la femme, et le French kiss, consistant à embrasser son partenaire avec la langue.
Alors, on parle d'un sujet moins gai à présent, le cancer du col de l'utérus. C'est le 4e cancer le plus répandu chez les femmes. Si rien n'est fait, l'OMS estime que le nombre de cas devrait passer de 570 000 à 700 000 par an d'ici 2030 et le nombre de décès annuels associés à cette maladie de 310 000 à 400 000. Le dépistage précoce et la vaccination sont préconisés par les spécialistes. Samirat Chabimane en parle avec le docteur Achille Obossou. Il est médecin gynécologue au centre hospitalier universitaire départemental CHUD Borgou. Le cancer du col de l'utérus est une infection qui évolue sur plusieurs années. Docteur Achille Obossou, médecin gynécologue au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Le cancer du col, c'est le fait que les cellules au niveau du col de l'utérus de la femme se mettent à se multiplier de façon anormale. La cause du cancer du col, c'est un virus. C'est pourquoi aujourd'hui, le cancer du col est considéré comme une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui est le virus HPV, qui est défini comme le Human Papilloma Virus. Et c'est un virus transmis par voie sexuelle, donc sexuellement transmissible. Le cancer du col de l'utérus peut se développer sans donner de signes cliniques. C'est d'abord et avant tout ce qu'on appelle des métrorragies provoquées. C'est quoi la métrorragie? C'est un saignement qui intervient en dehors des règles. Pendant qu'elle fait sa toilette et elle met la main un peu dans le vagin, elle voit que du sang sort. Ou bien elle a un rapport sexuel avec son mari et après l'acte, elle se met à saigner. Les autres signes sont très peu évocateurs du cancer du col. La femme peut avoir des pètes qui vont sentir mauvaises. Cette infection est très fréquente car on estime que 20 à 50% des femmes âgées de 20 ans ont été exposées. D'où l'importance de réaliser des tests de dépistage réguliers. Docteur Achille Obossou, médecin gynécologue au CHUD Borgou. Du fait de l'existence de la phase précancéreuse, pendant cette phase, la femme est indemne, elle n'a aucun signe, elle n'a pas de saignement, mais attention, il peut y avoir une phase de précancer en dessous, d'où le dépistage. Donc le dépistage permet de mettre en évidence les lésions précancéreuses au moment où la femme n'a aucun signe. Toutes les femmes devraient faire leur premier dépistage 2 ans après le premier rapport sexuel, conseille le spécialiste. La prévention la plus efficace contre l'apparition du cancer du col de l'utérus est d'allier des dépistages réguliers par frottis à une vaccination. Nous sommes hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, pour la première fois depuis le retour de son époux. L'ex-première dame s'est exprimée dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux. Simone Gbagbo a salué son retour et a plaidé pour des actes supplémentaires en faveur de la réconciliation. Simone Gbagbo a dit également soutenir le rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée, hors des ethnies, des religions ou des obédiences politiques. En Zambie, l'inhumation de l'ancien président Kenneth Kaunda a lieu ce jour. Le corps de l'ancien chef de l'État va reposer dans le cimetière réservé aux anciens présidents situé en face du siège du gouvernement à Lusaka. Une décision que conteste sa famille. Dans une lettre, des enfants et petits-enfants de Kenneth Kaunda demandent à ce que l'ancien président soit inhumé près de son épouse Betty Kaunda, ceci conformément au souhait du défunt. L'ex-président est décédé le 17 juin dernier. Il est le père de l'indépendance zambienne. Le prochain sommet du G5 Sahel aura lieu vendredi prochain par visioconférence. Emmanuel Macron participera à la rencontre selon l'Élysée. Il aura à ses côtés le président nigérien Mohamed Bazoum qui a été convié à Paris. Les deux hommes échangeront depuis le palais présidentiel avec leurs homologues sahéliens. Lors des échanges, Emmanuel Macron va clarifier le futur engagement français dans la région du Sahel, un mois après l'annonce de la fin progressive de l'opération Barkhane.
Et puis aux États-Unis, après avoir frappé les Caraïbes, la tempête Elsa s'est renforcée en ouragan et se dirige vers les côtes de la Floride. Le Centre national des ouragans a décidé hier de changer son statut en ouragan de catégorie 1 sur 5 sur l'échelle de Reef Saffir-Simpson. Elsa, qui avance à une vitesse de 22 km/h vers le nord, devrait toucher la terre le long de la côte nord de Floride ce matin avant d'avancer dans le sud-est des États-Unis jeudi prochain selon le Centre national des ouragans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon début de journée à tous. Retrouvez après moi la suite de votre émission Nasouba avec Prosper Fidéon. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Mais merci beaucoup à Vitis Aoué qui était en ligne donc dans ce journal, vous avez compris. Merci également à Roland Tchanka qui nous l'a présenté. C'est déjà l'heure des sports. Les sports. Et ce matin, c'est Kiliro Gounon-Sero qui nous présente donc la page des sports. Et Kiliro, bonjour. Bonjour à vous, Prosper Fidé, on va dire bonjour à tous les auditeurs. Eh bien, Moussa Latoundji, le sélectionneur de l'équipe nationale locale de football, convoque 30 joueurs issus du championnat. Effectivement, le sélectionneur de la sélection A' des écuries du Bénin, Moussa Latoundji, a dévoilé une liste de 30 joueurs locaux évoluant dans notre championnat. Ceux-ci sont attendus, étaient déjà en rallye Cotonou, bien sûr hier ou Porte-Nouveau si vous le voulez. Ceci pour un stage qui durera 10 jours simplement. L'objectif principal de ce regroupement est de garder en jambes et d'instaurer une certaine cohésion entre les meilleurs de nos joueurs qui évoluent sur le plan local. Désormais donc, pas besoin d'attendre les échéances avant d'organiser les regroupements. Les stages vont se multiplier donc afin d'obtenir une sélection A' prête à faire face aux rendez-vous internationaux. Les joueurs débuteront le stage dès ce mercredi, bien sûr, 7 juillet, au centre d'excellence Issa Ayatou de Misrete, c'est bien sûr dans l'Ouémé. Et parmi les joueurs convoqués, on retrouve 9 joueurs issus des clubs du Septentrion, notamment Chiridine Kako, qui est le plus capé de cette sélection locale, en tout cas pour cette vague, bien sûr, du Septentrion. Il y a également des joueurs, 3 joueurs de Dynamo de Parakou, ce qui prouve que Dynamo a su travailler cette saison. Il y a notamment Sidi et Shafi de Dynamo de Parakou. On a également Maman Sherifdine, bien sûr, et enfin Orubata Gagnou alias Mbappé, lui qui sur son côté droit a fait voir de toutes les couleurs, tout comme Maman Sherifdine qui est le meneur de jeu de cette équipe de Dynamo de Parakou. Autre joueur convoqué, c'est bien sûr le transfuge de dynamique de Djougou qui a fini la saison avec les Buffs du Borgou et qui a été bien sûr l'homme clé du dispositif du bloc, en tout cas du bloc défensif, bien sûr de Sanou Ben Draman. C'est bien sûr Abdou Pekpassi bien sûr qui bien sûr je l'ai dit donc a fait une saison intéressante avec les Buffs du Borgou. Autre joueur convoqué dans cette équipe, bien sûr, locale, il y a Roland Junior Béakou, le meilleur buteur des Buffles du Borgou. Oui, l'enfant de Koufo est là, bien sûr. Et enfin, on a Maman Souraka de Beke, sans oublier, bien sûr, Tanguy Malik, bien sûr, de Beke. Voilà, tous ces joueurs vont goûter aux délices, bien sûr, de l'équipe nationale locale. On verra bientôt ce que cela va donner. On prend la direction de l'Europe, Euro de football. Eh bien, au bout du suspense, l'Italie a pris le meilleur sur l'Espagne lors de la séance des tirs au but. C'était bien hier, mardi à Wembley, à l'occasion des demi-finales de l'Euro, une qualification arrachée par les Transalpins malgré justement des difficultés dans le jeu, n'est-ce pas, Kiliro Gounon-Sero? Oui, tout simplement. Prosper Fidéon, une équipe
qui a présenté un jeu séduisant jusque-là, mais hier, face à l'équipe d'Espagne, l'Italie a retrouvé son football d'antan, basé sur le catenaccio, la défensive, puisque l'Italie sait que c'est une équipe qu'il rencontre, bien sûr, une équipe en tout cas joueuse, manieuse de ballon, comme bien sûr la Roja. Et à l'arrivée, donc, ces Italiens vont disputer la finale de l'Euro au terme donc d'une demi-finale, vous l'avez dit, particulièrement indécise. L'Italie a finalement réussi à dominer l'Espagne, 1 but partout au temps réglementaire, 4 tirs au but à 2 lors des séances de tir au but. Sur cette rencontre, notez que les Espagnols ont pourtant dominé, mais les Transalpins ont affiché une belle solidarité pour arracher cette qualification au tir au but. La squadre Azura a été donc sérieuse dans cet exercice, alors que la Roja, avec des ratés de Dani Olmo et Alvaro Morata, a craqué, bien sûr, pendant que Morata, qui avait donné l'espoir à cette équipe de l'Espagne en égalisant, bien sûr, en deuxième période de jeu, bien sûr, à 10 minutes de la fin. Donc, on dira tout simplement que dimanche, l'Italie va donc, le samedi, dimanche, autant pour moi, dimanche, l'Italie va donc défier le vainqueur du match Angleterre-Danemark aujourd'hui, qui se joue, bien sûr, à partir de 20h pour ce titre européen, tout simplement. Danemark-Angleterre, c'est également à Wembley, une rencontre, bien sûr, qui va voir de finalistes, bien sûr, de 92 entre l'Angleterre et le Danemark. C'est aussi ça le football. Allez, Copa América cette fois-ci. L'Argentine de Lionel Messi rejoint le Brésil de Neymar en finale en éliminant justement la Colombie au tir au but aussi. Effectivement, et on dira tout simplement que la Copa América aura bien sa finale de rêve, tout simplement. L'Argentine est venue à bout de la Colombie, 3 tirs au but à 2 au temps réglementaire, 1 but partout, grâce à un Emiliano Martinez héroïque au tir au but et un Messi passeur décisif. L'Albiceleste rejoint donc le Brésil de Neymar. C'était le Festival de Martinez à Brasilia, avec donc l'ouverture du score de Lautaro, bien sûr, Lautaro dès la 7e minute de jeu, et 3 tirs au but arrêtés par le gardien d'Arsenal Emiliano. Mais la grande finale de la Copa samedi soir au mythique stade de Maracana de Rio de Janeiro sera surtout un duel de stars entre Messi et Neymar, anciens coéquipiers au Barcelone, qui n'ont jamais remporté de titre majeur avec leur sélection nationale. Pour le statut Ballon d'Or argentin, ce sera l'occasion de rompre la malédiction après 4 finales perdues, c'est-à-dire au Mondial 2014, en Copa América en 2007, 2015 et 2016, et d'en finir avec ce qu'on pourrait appeler une disette internationale, un terminal de son pays qui ne remporte pas de trophée depuis la Copa América de 93. Notez également que la cheville en sang, après un tacle de Fabra, le numéro 10 n'a pas égalé le record de 77 buts de Pelé, meilleur buteur sud-américain en sélection, mais a délivré donc sa 5e passe décisive en 6 matchs dans le tournoi et n'a pas tremblé lors de la séance de tir au but. On dira tout simplement qu'on attend donc le samedi pour vivre cette belle finale de rêve que tout le monde attend, entre bien sûr des stars et des amis également. Allez, bonne journée, Kiliro Gonosero. Et c'est avec ce son des Adeosi Brothers, justement, que nous vous raccompagnons. Ne perds pas, c'est le titre. Oui, il ne faut jamais perdre. Justement. C'est la grinta. Et c'est la grinta qui permet de ne pas perdre. Justement. Allez, bonne journée à vous, Kiliro.
Allez, très bonne journée de mercredi à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le 7 juillet. Ce sont les Raoul qui sont à l'honneur. Mais Raoul, on vous souhaite un joyeux anniversaire, surtout que les bénédictions soient. Et également, on pense à tous les natifs du 7 juillet. Oui, c'est leur jour. Alors, on ne peut que leur souhaiter du bonheur, rien que le bonheur. Dans un instant, eh bien, nous allons rallier la rédaction de Radio Bénin à Cotonou pour la revue des titres. Et c'est Serge Ayaka qui s'y colle ce matin. Il est reçu par Achille Fatonji. Bonjour à tous. L'affaire bradage de 39 hectares à Bomé-Calavi. Oui, et Georges Bada a plaidé non coupable, titre d'emblée, le quotidien Le Meilleur. La presse du jour, dans la même affaire, informe à sa une que le préfet Jean-Claude Kodia et l'ancien ministre de la décentralisation sont cités à comparaître en qualité de sachants. Ils seront écoutés mardi prochain, titre le journal. Surpris, le Progrès conclut à une tournure inattendue. Tout ceci, à quelle fin, s'interroge le journal en manchette. Quelques titres pêle-mêle à retrouver aussi à la une des journaux ce mercredi. Croissance économique dans un contexte de crise, l'événement précis, titre que les recettes affichent une croissance de 21% au premier trimestre. Fraternité évoque déjà en manchette les scénarios possibles pour 2022 et 2024. Le voisin de l'Est, la Covid-19 et le climat sont à suivre de près, titre bien sûr. Fraternité, cherté des denrées de consommation, les prix toujours en hausse dans les marchés. La ministre du Commerce appelle à la patience. Les propositions de l'ambassadeur Candide Awansou pour juguler l'inflation. C'est un titre à retrouver à la une du quotidien
Fraternité. À raisonnement des camions de vivriers dans le nord Bénin, les mesures du gouvernement portent déjà leurs fruits, affiche pour sa part la presse du jour aujourd'hui. C'est une vérité de la palisse. Les prix des produits de grande consommation flambent sur les marchés. Très rapidement, le gouvernement du président Patrice Talon a pris des mesures qui portent déjà leurs fruits. Et puis, on va terminer avec ce titre à retrouver à la une du quotidien Le Potentiel. Finale de la Coupe de la Confédération, l'entrée au stade est subordonnée au test de Covid-19, nous apprend le journal. La finale de la Coupe de la Confédération africaine de football se tient au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou ce 10 juillet 2021. Pandémie Covid-19 oblige. La première condition, écrit le journal ce matin, c'est l'obligation faite aux spectateurs de se dépister. Bien voilà, Serge Ayaka sur votre radio, mesdames et messieurs, pour la revue des titres, un peu comme depuis lundi. On lui souhaite une bonne journée. Merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention à l'écoute de votre radio. Quelques secondes de musique. Et oui, on ne perd jamais le courage dans la vie, mesdames et messieurs. Allez, bon courage donc à tous ceux qui sont, bien sûr, au bord, on va dire, du découragement. Écoutez, prenez votre courage à deux mains, c'est important et vous verrez que tout marchera. Eh bien, le grand format ce matin est signé Aziz Alagbé et parle de l'inondation, de l'alerte à l'action. Regard sur un système de riposte dans le mono, les inondations. Voyez-vous, mesdames et messieurs, phénomène cyclique au Bénin avec, on va dire, à la clé d'énormes pertes matérielles et également vies humaines la plupart du temps. Alors, la mise en place d'un système de riposte multi-acteurs par le gouvernement permet d'amoindrir justement ces dernières années le risque de cette catastrophe naturelle. Alors, le département du Mono témoin d'un début d'inondation mieux canalisé grâce à l'efficacité d'un système en pleine amélioration. Retour donc sur un débordement des eaux vite maîtrisé. C'est à travers justement ce magazine grand format environnement inondation de l'alerte à l'action. Regard sur un système de riposte dans le mono. Une signature de Aziz Alagbé. L'alerte est très tôt venue des élus communaux au profit de leurs administrés, riverains des cours et plans d'eau débordés, dont le fleuve Mono. Agatogbo,
dans la commune de Komé et Avlo, à Grand Popo, comptaient en juin dernier des centaines de foyers de champs gisant dans l'eau. Aurel Vincent Souranon est le chef d'arrondissement d'Agatogo. C'est une situation inédite. Ça ne s'est jamais produit ici chez nous, puisque ça a démarré depuis le mois de mai. Or, en principe, dans notre zone ici, s'il doit y avoir la montée de l'eau, c'est à partir du mois d'août, septembre. Raymond Pati, premier adjoint au maire de Grand Popo, décrit la situation de sa commune. Actuellement, nos populations de Heve, de Hundjounji, d'Onkoué, d'Avlo sont actuellement dans l'eau. Et si quelque chose n'est pas fait dans 5 jours, 6 jours, nous risquons vraiment de subir. Situation confuse, puisqu'en amont, dans la commune témoin du système d'alerte, à Tiémé, les indicateurs sont au vert. Cyril Adam Kanhoudé, point focal de la plateforme de prévention et de gestion des risques de catastrophe d'Atiémé. Nous sommes dans la période des inondations en fait. Mais actuellement, aujourd'hui, nous avons le niveau de l'eau qui est à 3,3 mètres de hauteur dans le fleuve. Au niveau de Atiémé, ça sous-entend déjà que nous sommes dans une situation verte. Marie Ansongba, chef antenne, centre de l'Agence nationale de protection civile, Monokufo, Zoukoline, explique. Il y a une situation à double vitesse qui se passe dans le département. Au niveau de la commune de référence, la commune de Atiémé, nous nous rendons compte que nous sommes en situation verte parce que le niveau d'eau nous donne 3,4 mètres, ce qui nous dit, selon les normes, que nous sommes au vert. Mais curieusement, dans la commune de Grand Popo, les populations sont déjà dans l'eau. Il y a donc nécessité d'activer les plateformes dédiées à cet effet. Arnaud Agon, point focal départemental de la plateforme de prévention et de gestion des risques de catastrophe du Mono. Mesdames et messieurs, les membres de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophe, je cite, « Nous ne pouvons pas empêcher les calamités naturelles, mais nous pouvons et nous devons rendre les individus et leurs moyens de subsistance moins vulnérables. » Fin de citation. La solution immédiate, l'ouverture mécanique de l'embouchure entre-temps fermée de façon naturelle. Les spécialistes du ministère du cadre de vie en sont arrivés à cette conclusion. L'avis favorable du gouvernement central va accélérer les opérations à Grand Popo. Bernadette Fanou, directrice départementale du cadre de vie du Mono. L'ouverture a été faite sur 10 mètres. Mais déjà, hier matin, dimanche 20, on a constaté que la largeur a déjà été 150 mètres. Ça veut dire que le fonctionnement a pris. Tout ce qu'il y a comme eau qui était resté dans le continent sont en train d'être drainés. Donc l'eau s'ouvre son chemin. 24 heures après, le constat est plus que reluisant. La hauteur des eaux a considérablement baissé. Bienvenue Milorin, préfet du Mono. La seule option qui nous restait, c'était l'ouverture de cette embouchure. Nous étions à près de 2 mètres il y a quelques jours avant notre arrivée ici. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons à 0,80. Et c'est sûr que le niveau a baissé depuis notre départ de là-bas ici. C'était bien l'option faite par le ministère d'ouvrir avec diligence cette embouchure. Je voudrais profiter donc pour remercier le ministre du cadre de vie et tous les cadres techniques qui ont travaillé pour que nous ayons ce résultat. Un grand soulagement pour les populations qui, entre-temps, subissaient le diktat des eaux. Notre degré de satisfaction, c'est à un niveau très élevé. L'eau s'est retirée dans la plupart de nos villages qui étaient inondés. La population est en train de dire un très grand merci au gouvernement. Je ne fais que remercier le chef de l'État, son Excellence Patrick Talon, pour ce qu'il vient de nous faire. 3 jours de cela, on n'arrive même pas à dormir chez nous. On passait la nuit à la plage. Les gens qui sont dans l'arrondissement d'Avlo, là, non, c'était du chaos. Ils n'ont même pas là où dormir. Les gens ont même passé la nuit dans les pirogues avec les femmes. Au profit de ces sinistrés, la flamme de la solidarité ne s'est pas éteinte. À commencer par le gouvernement, venu au chevet des populations de Grand Popo, avec des tonnes de vivres et non-vivres. Et oui, mesdames et messieurs, c'est un grand format signé Aziz Alagbe qui se trouve en tout cas toujours dans le département du Mono, d'où nous le recevons. Aziz Alagbe, bonjour.
Bonjour Prosper Fidéon, bonjour à toute l'équipe de Nassouba et naturellement bonjour à tous nos fidèles auditeurs, les férus de Nassouba. Voilà, ils sont très nombreux. Le second invité téléphonique ce matin, c'est Prince Ernest Agbota, l'un des spécialistes de l'environnement ici à Radio Parakou, un peu comme vous, également Aziz Alagbe. Prince Ernest, bonjour. Bonjour Prosper Fidéon, bonjour à tous les auditeurs à l'écoute. Eh bien, vous avez suivi comme moi le grand format de Aziz Alagbe, inondation de l'alerte à l'action regard sur un système de riposte dans le mono. Aziz Alagbe, vous qui aviez signé le grand format, eh bien, commencez déjà par nous dire concrètement qu'est-ce qui se passe de ce côté-là de l'embouchure du fleuve Mono. Bon, je dirais à l'heure où nous sommes en train de parler, à l'heure où nous sommes en train de tenir ce plateau, rien ne se passe. Ça, il faut se rassurer. C'est pour cette raison, j'allais dire, que nous avons sorti le thème de l'alerte à l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Je vais dire, il faut dire que l'embouchure était fermée. L'embouchure étant fermée... La bouche du roi, bien sûr. La bouche du roi au niveau de la Gloire, bien sûr, vous avez bien compris ces grands propos. Il y a ce phénomène de passage des eaux fluviales, des eaux continentales vers les eaux maritimes qui est bloqué à ce niveau. Parce que, et si c'est le cas, avec un peu de pluie déjà, les eaux au niveau des continents prennent de la hauteur et il y a des débordements. Vous allez comprendre que le système d'alerte n'a pas vite montré que il y a des montées d'eau, mais pas des débordements. Le système d'alerte n'indiquait pas qu'il y a des débordements. C'est les populations elles-mêmes qui ont constaté, celles qui vivent d'abord, les riverains de ces cours d'eau-là, notamment le fleuve Mono, qui ont constaté et qui ont alerté les autorités communales à leur tour, qui ont alerté les autorités départementales, et ainsi de suite. C'est bien monté, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que au niveau de Comé, dans un arrondissement de Comé, c'est l'arrondissement d'Agatogbo. Agatogbo, bien sûr, c'est ça. Et au niveau de Grand Popo, il y avait plusieurs villages qui recevaient déjà de l'eau. Il y avait plusieurs les populations avaient les pieds dans l'eau. Mais Aziz Alagbe, oui, et ces eaux, est-ce que ce sont les eaux tombées directement dans la localité ou les eaux venues d'ailleurs? Exactement, il y avait eu une vague de sécheresse ici, donc il n'y avait pas assez de pluie. Mais avec quelques 2-3 pluies et la montée des eaux a été constatée. Il y avait des eaux qui venaient d'ailleurs également. Est-ce que vous voyez? Parce que les pluies là n'étaient pas aussi signifiantes, les précipitations n'étaient pas longues, elles étaient légères. Donc on ne pouvait pas s'attendre à une inondation, vous voyez. Mais subitement, les quantités d'eau ont augmenté parce que les eaux n'arrivaient pas à accéder à la mer. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'était pas les pluies immédiates d'ici, mais il y avait eu des pluies ailleurs. Il y avait de grosses pluies ailleurs, vous le savez. Donc, les deux phénomènes réunis donnaient déjà un débordement. Parce que jusqu'à ce niveau, les spécialistes disent qu'il n'y a pas inondation, mais la population, elle crie inondation. Alors, et très tôt, le gouvernement a réagi. Bien sûr que oui, très tôt, parce que lorsque les spécialistes ont constaté que c'est la fermeture naturelle de l'embouchure, alors ils ont essayé de trouver une solution. Parce que les gens se demandent, mais il n'y a pas eu de grande pluie, le système d'alerte est ouvert et il y a inondation. C'est où le problème? C'est ça un système, c'est comme ça que le système doit fonctionner. Il faut procéder par élimination, donc il n'y a pas accès de pluie, donc il ne devrait pas inondation, il ne devrait pas avoir inondation. Le barrage de Nanbeton n'était pas ouvert, donc on ne devrait pas s'inquiéter. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, la réponse a été trouvée et le gouvernement, puisque l'ouverture mécanique, il faut d'abord une autorisation et aussi les moyens techniques, des moyens financiers. Donc, le gouvernement a sorti le grand jeu et l'ouverture a été faite et en 24 heures, 48 heures, les eaux ont commencé par perdre de la hauteur. Donc les indicateurs, on dira, sont ouverts complètement de l'autre côté alors. Oui, bien sûr ouverts, parce qu'à une certaine hauteur, à un certain bief du fleuve Mono, effectivement, les lecteurs millimétrés indiquaient que l'eau était bien sûr en train d'augmenter jusqu'à une hauteur de 2 mètres un peu plus. Mais après cette ouverture, 24 heures, j'allais dire 48 heures après,
l'ouverture s'est élargie. C'était, selon la spécialiste du cas de Fanon, Bernadette, c'était une proposition de 50 mètres d'eau. 150 mètres d'ouverture, mais ce n'est que 10 mètres qui ont été ouverts et naturellement, le phénomène s'est propagé de lui-même, soit allé jusqu'à 150 mètres, naturellement, pas de façon mécanique. C'est aussi ça l'eau. Donc, oui, et si le gouvernement n'avait pas été prompt à ce niveau-là, aujourd'hui, nous serions en train de parler d'autres choses sur cette émission. Parce qu'il y avait des populations qui perdaient déjà des vies. Alors, Prince Ernest Agbota, quelle appréciation faites-vous justement de cette promptitude du gouvernement du président Patrice Talon? Eh bien, le gouvernement a su vite prendre les taureaux par les cornes. Je crois que quand c'est comme ça, c'est bien. Je n'ai pas une autre appréciation que d'inviter les populations à respecter les consignes laissées par le gouvernement après ces actions. Et puis, l'autre aspect du sujet que je vois et qui est très important, c'est l'aspect socio-économique. Quand il y a des risques comme ça, c'est souvent des problèmes liés, par exemple, à la pêche, parce que les populations d'Avlon, surtout, profitent des eaux pour aller pêcher. Bien sûr, il y a eu un intervenant avec l'affaire du magazine. Il était un pêcheur que nous avons retrouvé sur les eaux. Les activités de pêche peuvent être actuellement bloquées d'une manière ou d'une autre. Nous avons également le maraîchage qui est développé dans la zone, qui est bloqué, et d'autres formes de spéculation agricole qui seraient actuellement bloquées. Les populations sont dans une situation plus ou moins précaire. Le gouvernement a volé à leur secours. J'invite aussi les bonnes volontés à aller les secourir parce que ils sont dans une situation de crise. Il y a eu un risque. Oui, il y a de bonnes volontés, qui s'expriment déjà, tout juste après le passage du gouvernement. Il y a l'autre chose qui est très très importante aussi à faire le prix, c'est bien entendu le côté santé. Il y a des règles d'hygiène à respecter dans des contextes comme ça. Sinon, pour éviter des maladies telles que le choléra, parce que ces eaux peuvent aller dans les maisons. Et quand c'est dans les maisons, il y a les puits qui sont remplis. Nous devons prendre ces eaux-là comme eau de boisson, sinon nous risquons beaucoup les maladies. Sont déjà des eaux souillées. Les maladies gastriques plutôt. Nous avons également le paludisme qui va se renforcer dans la zone. Il faut protéger les enfants. Il ne faut pas les laisser aller s'amuser dans les eaux. Donc c'est autant de choses à prendre en compte pour qu'il n'y ait pas plus de risques. D'accord. Allez, Aziz Alagbe, merci beaucoup pour le grand format. C'est nous qui vous remercions, Prosper. Nous sommes dans notre rôle. Je devine que ça n'a pas été facile. Bien sûr que oui. Bien sûr alors, que oui. Comme tout grand format, vous savez, il faut investiguer, il faut se déplacer, il faut se mouvoir. Et quand il s'agit des populations sinistrées par des inondations, avant d'avoir accès à ces populations-là, c'est pas facile. Parce que c'est un risque qu'on prend. Allez, on va passer au second sujet de ce matin. On est toujours en climatologie, bien que nous ne sommes pas des spécialistes. Ernest Agbota, Aziz Alagbe, nous allons essayer d'une manière ou d'une autre d'apporter notre avis sur la question. C'est déjà la saison des pluies dans le septentrion. En principe, depuis mi-mai, on devrait avoir déjà sérieusement de pluie. Ça a pris un peu de temps, mais là actuellement, Parakou et certaines localités sont sérieusement arrosées. D'autres localités, on l'a entendu dans Opinion ce matin, ça piétine encore dans certaines localités. Aziz, vous êtes au sud, on aura le temps de savoir comment est-ce que les choses se passent de ce côté. Alors, Prince Ernest Agbota, avec ces pluies que nous avons actuellement à Parakou et dans certaines localités, est-ce que cela augure, on va dire, d'une bonne campagne agricole? Actuellement, nous savons tous que le nord Bénin est caractérisé par une saison des pluies située entre mai et octobre. Et une saison qui va de novembre à avril. Nous savons également tous que les pluies sont particulièrement abondantes entre juillet et août, sans oublier septembre.
Ça, c'est le contexte d'il y a 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. L'agriculture chez nous, une activité basique. D'ailleurs, c'est la base de l'économie de notre région et la base de l'économie nationale. Cette agriculture est de type pluvial. Donc, sans l'argent et potentiellement de la pluie et d'un climat de plus en plus soumis à des variations et à des changements. Le temps dont dépend l'agriculture est dans le contexte actuel imprévisible. Quand le rythme change, c'est que la cadence aussi doit également changer. Naturellement. Il faut penser aujourd'hui que nos différentes zones agroécologiques sont abondamment arrosées et que la saison dure d'une bonne suite serait un leurre, cher Guiléon. Ah bon? Même tout au début de la saison, certains experts de la météo sur certaines radios de la place ont déjà dit ce qui va se passer au cours de la saison pluvieuse. Ils nous ont bien avertis qu'il y aura un contexte contrasté. Il y aura un contraste dans la saison. C'est-à-dire qu'il y aura des poches de sécheresse, c'est ça. Voilà, à certains endroits et par moment. Et déjà pendant qu'il pleut partout dans le nord, notamment à Parakou et environ, il y a des communes qui ne sont pas arrosées jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est le cas, par exemple, de la commune de Ségana. Sur nos tribunes de grogne, les auditeurs sont souvent revenus sur, même ce matin. Sur le cas. Et à Kandi même aussi. Nous avons la commune de Gogounou qui n'est pas encore totalement arrosée. Nous avons la commune de Kandi et autres qui ne sont pas encore arrosées comme Parakou et environ. Donc, vous devinez déjà ma réponse à votre question. Je suis en train de voir. Nous devons faire il ne faut pas déjà crier victoire très tôt. Voilà, et là où il pleut, ne crions pas aussi victoire parce que il y aura des poches de sécheresse partout comme dans les autres communes, dans les autres régions. Donc, il faut pas penser que c'est déjà la joie, c'est la pluie partout et puis ça y est, non. Et il est prévu qu'il y aura des poches de sécheresse et nous constatons déjà que ces poches de sécheresse sont d'actualité dans les communes précitées. D'accord. On va au sud avec Aziz Alagbé. Quelle est la situation là-bas, Aziz Alagbé? Est-ce qu'il pleut beaucoup? Y a-t-il aussi quelques poches de sécheresse? Comment est-ce que les choses se passent avec la nature là-bas? Effectivement, Prosper Fidéum, par rapport au nord, je dirais que c'est une situation dichotomique en ce qui concerne les précipitations. Nous, en mai déjà, arrivé ici, c'était dans une vague de sécheresse parce que les pluies avaient commencé, on a constaté, les spéculations avaient pris de la hauteur, avaient grandi, on avait exprimé en ces termes, mais subitement, il y a eu une vague de sécheresse, il y a une poche de sécheresse et des maïs, des pieds de maïs, des plants de maïs qui ont fleuri et qui donnaient déjà les premiers épis ont séché. Vous voyez, d'autres complètement par endroits, mais de façon superficielle à d'autres endroits. Vous savez, quand un plant perd de l'eau, déjà la synthèse chlorophyllienne est déjà compromise et le rendement est compromis aussi. Et donc, c'est ce qui s'était passé. Nous, on a fait plus de 2-3 semaines ici sans avoir une précipitation et les populations s'en inquiétaient. Pendant qu'on est à la grande saison des pluies. À la grande saison. Et au même moment, on entendait à Parakou, il y a des pluies de longue durée, de précipitations qui prennent toute la journée. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de cette variation, sinon de cette différence très, très constatée. Ici aussi, c'est la grande saison des pluies. Donc, ces plants de maïs qui ont retrouvé de légères pluies qui sont venues ces derniers moments ont encore fleuri, je dirais que sont redevenus verts. Mais est-ce que ça va promettre? Est-ce que le rendement sera au rendez-vous? C'est là, je reviens sur le point qu'a souligné Prince Ernest, il faudrait qu'on repense notre agriculture, il faudrait qu'on passe à de nouvelles techniques, parce que ici, la résilience, ce n'est plus un plaisir, ce n'est plus un choix, mais c'est une obligation. Nous devons nous arrimer nos cultures à nos précipitations, et lorsqu'il y a trop de pluie, s'arranger pour avoir des réserves d'eau, pour que, en cas
de sécheresse, qu'on puisse passer à l'agriculture irriguée, l'agriculture de contre-saison, et qu'on soit au moins assuré du côté alimentaire. Voilà. C'est ce que moi j'allais proposer. Ok. Prince Ernest Agbota, quel conseil alors vous donnez aux paysans, surtout en ce qui concerne les semences à mettre en terre? Ils ont deux comportements à adopter ou bien deux stratégies à adopter. L'atténuation face au climat actuel qui est devenu un climat contrasté, imprévisible. Nous avons également l'adaptation, c'est-à-dire qu'ils doivent se réajuster à tout bout du champ pour faire face à ce climat précaire. Mais bien avant, nous avons l'accompagnement des agents d'encadrement que je ne vois plus trop sur le terrain, parce que je suis aussi sur le terrain régulièrement pour mes émissions. Je ne note plus on vous dira pourtant qu'ils y sont. Donc, ils ont besoin d'aller assister, beaucoup plus. Ou bien ils ont l'obligation d'aller assister les paysans qui ne maîtrisent plus vraiment le climat. Vous savez que notre agriculture est pluviale, je l'avais déjà souligné. Nous ne sommes pas dans les pays développés où tout à l'heure, quand il n'y a pas plu, on peut faire décoller des avions qui iront arroser des milliers d'hectares de maïs ou de niébé ou de je ne sais quoi. Ici, ce n'est pas le cas. Et en matière de semences, vous conseillez quoi aux paysans? Oui. Voilà. Dans la durée... Il nous faut, en matière d'atténuation, par exemple, des activités destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir les campagnes de reboisement aussi, et éviter surtout les engrais chimiques et préférer les engrais organiques. En matière, parce que ces engrais chimiques sont des engrais qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, nous aurons contribué encore au changement climatique. Les choses. Alors, Aziz Alagbe, votre mot de la fin très rapidement. Nous devons également promouvoir l'agroécologie. Maintenant, en matière d'adaptation, ça se réfère à tout ajustement dans les systèmes naturels ou dans les activités humaines en réponse aux impacts du changement climatique. Donc, là, il faut l'abandon des cycles exigeants en eau ou de cycles longs. La promotion des cultures mixtes sur la même parcelle, parce qu'il ne faut pas attendre que juillet ou juillet qu'on attaque autre chose. Du niébé, est-ce que tu vois? Abandon de la culture sur brûlis et puis l'utilisation des moyens de bord pour freiner le ruissellement et l'érosion dans les champs. Surtout, d'accord. Le temps malheureusement s'en est allé. On va donc il faudrait qu'on le souligne. Il faudrait que l'encadrement soit actif, et en attendant l'adaptation de ces nouvelles technologies et autres, il faudrait que les semences de courte durée, comme l'a souligné Prince Ernest, et des semences qui sont des variétés qui sont résistantes, et la recherche est en cours à ce niveau. Et on avait produit un magazine là-dessus au niveau de l'ATDA 4 où la recherche est en train d'évoluer. On espère vivement qui est très, que les choses évoluent. Voilà. J'espère que les résultats vont être sous peu. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Allez, Aziz Alagbe, malheureusement le temps. Hein. Merci Prince Ernest Agbota. Merci beaucoup. Merci Aziz pour votre contribution. Aziz, merci. Bonne journée à vous. Merci. Allez, beaucoup de courage aux paysans qui perdent espoir actuellement. Ah bien, ça ira. Courage à vous. Allez, c'est terminé. Nassouba d'aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 6h30 du cœur à l'ouvrage.